Bonjour Arthur Briand. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Arthur Briand, né au milieu du siècle dernier au Saint-Esprit, charmante commune du sud de Martinique, d'une famille nombreuse, comme toutes les familles de l'époque, 14 enfants, 12 que j'ai connus et 10 qui sont encore vivants. Un père saisonnier agricole à l'usine de Rivière-Salée, une mère à la maison. Il travaillait 6 mois. Oui, saisonnier, 6 mois sur 12. Et le reste du temps, il vendait sa force de travail à droite à gauche, comme beaucoup de Martiniquais à l'époque. Mais la famille vivait dans une maison dans la campagne? Alors, comme beaucoup de familles à l'époque qui habitaient la campagne, nous avions 2 pièces au bourg, où pendant la période scolaire, nous étions donc à proximité des établissements scolaires. Et puis, une fois les vacances, nous remontions à la campagne. Donc, il y avait une migration bourg-campagne que beaucoup de familles pratiquaient à l'époque et que j'ai d'ailleurs raconté dans l'ouvrage Sur les sentiers de l'enfance. Et tu es enseignant? J'ai été enseignant au lycée polyvalent du François, donc en construction génie mécanique pendant 39 ans. Donc, depuis 2019, je suis retraité, un retraité heureux. Un retraité heureux, un retraité très prolifique, un retraité qui écrit. On va y venir dans quelques instants. Tu n'as pas mentionné ton rapport au vélo et au cyclisme. Oui, c'est vrai, je fais tellement de choses que j'en oublie. Je suis militant politique, associatif, sportif depuis bientôt 50 ans. Et effectivement, dans le monde du vélo, je suis quand même relativement bien connu puisque j'étais licencié en continu pendant plus de 30 ans et j'ai réalisé quand même de belles choses avec les différents clubs où j'ai apporté ma contribution. Tu étais entraîneur aussi. Entraîneur à l'Union sportive royalaise pendant une époque, ensuite à l'UCS, Union cycliste spiritaine, qui a marqué l'histoire de Martinique en remportant le tour en 2018. Après, à Féroce, club du Robert. Et puis, bon, j'ai passé la main, je crois que mon fils a pris le relais, donc c'est très bien. Militant politique? Oui, parce que depuis le lycée, alors, il faut dire qu'à l'époque, 77, les lycéens étaient beaucoup plus impliqués dans la vie politique. J'étais à l'époque militant à Jeunesse d'Avant-Garde, qui était l'antichambre du groupe Révolution socialiste. Février 1974, nous étions dans la rue, tous les lycéens étaient mobilisés, c'est une autre époque, c'est un autre temps. Et donc j'ai commencé à m'impliquer dans la politique dès le lycée. En 76-77, j'étais déjà militant sur le Saint-Esprit. J'ai participé à la dernière campagne de Gabriel Fils-Duval en 77. C'est la campagne, d'ailleurs, il a été vaincu. Et donc, oui, la politique, c'est aussi... d'ailleurs, j'ai résumé cette implication dans l'ouvrage Le Saint-Esprit d'un siècle à l'autre, où je raconte, c'est une chronique de la vie politique de Saint-Esprit sur les 50 dernières années. Tout à fait. Donc, et tu, en fait, tu es prolifique, je l'ai dit, mais tu écris aussi dans différents styles. Tu écris des contes, tu écris de la poésie, tu écris du roman. Cet ouvrage sur Saint-Esprit, donc Saint-Esprit et sa vie politique d'un siècle à l'autre, c'est une espèce de chronique, de monographie, effectivement très documentée sur la vie politique spiritaine, où l'on apprend d'ailleurs qu'il y avait un FJAS. C'est quoi le FJAS? Le Front de la jeunesse anticolonialiste spiritaine. Mais c'était le reflet de l'époque, puisque le mot anticolonialiste, il avait une signification forte en 76-77. Au fait, on était une dizaine d'années après l'ordonnance de 1960. Saint-Esprit avait eu Armand Nicolas... Rappelle-nous l'ordonnance de 1960. L'ordonnance de 1960, le ministre Debré, si mes souvenirs sont précis, avait sorti une ordonnance qui permettait de muter d'office dans l'Hexagone tout fonctionnaire martiniquais dont le comportement et les propos étaient susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est ainsi que Armand Nicolas, Guy Dufont, Georges Mauvois et Walter Guiteau avaient été mutés d'office dans l'Hexagone, ce qu'ils avaient refusé, et ils avaient perdu leur emploi. Et je sais que Guy Dufont, qui est un camarade de combat puisqu'on a milité au syndicat ensemble, avait été réintégré quelques années après, mais sans reconstitution de carrière. Je ne sais pas, Guiteau, Mauvois et l'autre, à quel moment ils avaient été réintégrés. Mais c'était une époque quand même difficile, il faut le dire aujourd'hui, puisque le fonctionnaire devait se taire, sinon il subissait les foudres. À l'époque, on pouvait le dire, de l'administration coloniale. Le mot colonial avait un sens fort à l'époque. Mais là encore, aujourd'hui, on parle beaucoup de post-colonial, de colonialité. Ce sont beaucoup d'éléments de langage parce que la situation a quand même beaucoup changé.
Et je crois que les conditions du dialogue sont tout à fait autres. Et il y a eu entre-temps le moratoire, des scrutins sur l'évolution statutaire, avec le résultat que ça a donné. Donc je crois qu'il s'agit plus d'éléments, en fait, de mon point de vue, plus d'éléments de langage que d'une réalité, parce qu'on n'est plus aujourd'hui en 50, 60 ou 70. Les choses ont beaucoup changé. De quoi tu es le plus fier? Tu nous as dit vraiment, tu fais tellement de choses, et puis tu es à la retraite maintenant, tu écris, mais tu es militant, tu as travaillé aussi effectivement aux côtés dans des associations sportives. De quoi tu es le plus fier? Ben, d'une constance dans la démarche, le militant lycéen qui est resté militant associatif, qui pendant 39 ans en tant qu'enseignant a gardé le cap, ne pas ressembler à certains profs qu'il avait eu au lycée. C'est-à-dire ça moquait? Je sais pas comment les qualifier. Ils n'étaient pas impliqués? Des casseurs de jeunes. Ah bon? Des casseurs de jeunes. Des revanchards. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait d'humain entre eux et quelle était leur mission finalement. Oui, oui. Moi, je suis fier d'avoir essayé sur toute cette carrière d'accompagner, d'aider mes élèves, d'être toujours coopérant, d'être toujours réceptif, tout en étant hyper rigoureux. Et ma plus grande satisfaction a été une rencontre avec une classe d'anciens élèves il y a 2 ou 3 ans de cela. Et ces élèves nous ont dit, vous êtes tirés d'épinous, mais vous n'êtes pas mauvais. Et j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Vous êtes tirés, mais vous n'êtes pas mauvais. On donnait de l'amour et de la rigueur. Tu t'es enseigné en dessin et construction mécanique. Oui, dessin et construction mécanique. Au lycée de la Jetée. Et alors, donc, on a parlé tout à l'heure de Saint-Esprit, sa vie politique d'un siècle à l'autre. Tu as écrit aussi sur les sentiers de l'enfance. C'est donc un roman autobiographique. Il y a vraiment un ancrage à Saint-Esprit. C'est vraiment ton terreau, ta terre, ça. Mais la commune, c'est le point de départ et c'est le point où très souvent on souhaite revenir. Pour preuve, j'ai travaillé au lycée du François, j'ai habité pendant 37 ans au François et à l'aube de ma retraite, je suis retourné vivre au Saint-Esprit. Donc la commune, c'est le terroir, c'est le point de départ et c'est le point où aussi on vient se ressourcer. Et il va de pair avec la patrie, pareil, c'est la terre natale, c'est quelque chose que l'on porte en soi et que même ceux qui sont en Australie aujourd'hui, qui sont martiniquais, la Martinique reste dans leur cœur. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental. La patrie, mais la patrie, oui. La patrie comme le lieu où on est né, où la famille est, c'est ça? C'est le lieu qu'on porte dans le cœur. On a la vibration. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Parce qu'avec toutes ces activités, tu n'étais pas obligé d'écrire. À quel moment tu as commencé à écrire? Et pourquoi, d'ailleurs? J'ai commencé à écrire à l'avènement des réseaux sociaux. Donc, 2009, c'était d'abord du partage. Et puis, chemin faisant, j'ai continué. L'opportunité de proposer à la publication est venue en 2014 avec un premier recueil, Une date, un repère. Et puis, ça s'est enchaîné. Mais je le fais vraiment par plaisir. Tu écris un ouvrage par an? Il y a une parution par an, mais le rythme aurait pu être beaucoup plus rapide, puisque j'ai beaucoup de choses en attente sur l'ordinateur. Mais les conditions de publication, de distribution font que je préfère garder ce rythme qui est relativement lent, mais qui est quand même rapide par rapport au contexte. Pour écrire, parce tu as parlé de toutes tes activités, donc tu es quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur, vers les autres, hein, tu as travaillé avec les enfants, les jeunes, mais pour écrire, il faut être seul, pour écrire, il faut être solitaire même, donc c'est une condition indispensable. On peut alterner les deux. Oui. Il y a le temps pour l'écriture. Oui. C'est vrai que je ne suis pas un gros dormeur, donc je peux beaucoup travailler le soir, ce que j'ai beaucoup fait effectivement. Et donc, je ne suis pas un gros dormeur, donc j'ai beaucoup de temps pour les activités extérieures et aussi pour l'écriture. 5 heures de sommeil me suffisent largement, c'est un avantage. Est-ce que tu sauras me dire de quel livre est extraite cette citation? Le bord de la rivière des coulisses semblait sortir d'un rêve. Si l'on osait tordre le français, on dirait que le tableau était rivérique. Autre nouvelle du XXIe siècle. Ça se passe sur les bords de la rivière des coulisses. La divagation des rails. Le long de la voie ferrée où j'ai beaucoup drivé quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais petit, même pas jeune. C'est un conte, oui. Mais puisé d'une situation réelle, puisque à la fermeture de l'usine de Rivière-Salée, les voies ferrées ont été démontées, les rails ont été vendus, ont été exportés, je crois, au Brésil. Et donc, j'ai assisté à l'opération de démontage des rails. Et c'est
d'avoir vu cette scène qui m'a permis, 30 ou 40 ans après, d'imaginer cette histoire tout à fait loufoque. Mais autre nouvelle du XXIe siècle, donc ce sont vraiment des histoires extraordinaires où les bras de Jack ont une vie, où on vous dit qu'il faut taxer les bêtes à fée pour retrouver l'équilibre financier de la SPDE, la Société de production d'électricité. C'est dans le véglage de bêtes à fée. En fait, tu te laisses aller. Je m'amuse. Tu t'amuses comme un enfant, Mais l'idée, c'est d'amener justement le lecteur à rigoler aussi, à participer à cette fête. Oui. S'il s'ennuie en lisant l'ouvrage, on passe à côté. C'est drôle, c'est très très drôle. Moi déjà, je m'amuse en écrivant. Oui. Je me dis, j'espère que le lecteur prendra le même plaisir à découvrir l'histoire. Et puis il y a des choses, là c'est drôle, donc ce sont des contes qui sont à la fois pour les enfants, mais pas que, c'est des contes que tout le monde, et notamment tout public, et notamment les adultes. Et puis il y a de la poésie qui peut être assez mélancolique, par exemple, des rives d'une île rebelle. La poésie, dans quel état tu es quand tu écris de la poésie? Et je voudrais lire un extrait. Humeur d'île, une île bateau ivre gîte dans la brune épaisse de la fumée des joints, une île sombre avec des hommes errants, à l'ombre des tombes, des hommes ombres peuplent les nuits, à la recherche d'un jour et dans la lumière du jour, ils replongent dans le noir, attendre dans la pénombre l'heure des zombies. C'est le militant associatif qui a assisté justement à cette mutation plus qu'inquiétante, qui voit la jeunesse en grande difficulté, que des politiques dédiées échouent les unes après les autres, et qui, d'une certaine manière, crie sa colère et son impuissance face à cette situation. Donc cette poésie engagée, c'est une poésie de combat, et dire qu'il faut se remettre au travail, il faut recommencer, et il faut recréer l'espoir. C'est exactement la question que je voulais te poser. Et tu emploies le terme. Est-ce que tu as de l'espoir? L'espoir, si on ne dépose pas les armes, tout est encore possible. La question est aujourd'hui, a-t-on envie de reprendre les armes? Quelles armes? Et pourquoi faire? Les armes miraculeuses. Lesquelles précisément? L'éducation pour commencer. L'éducation, ensuite avoir un cap, avoir une visée, savoir qu'est-ce que l'on veut, comment on veut y parvenir. Si on ne... La phrase, on la connaît, si on ne sait pas où on va, n'importe quel vent est le bon. Il faut d'abord définir le cap. Qu'est-ce que l'on veut pour la Martinique? Qu'est-ce que l'on veut pour la jeunesse? Se projeter. La Martinique, nous sommes en 1925 et 2025. En 2050. On est au 21e siècle. Autre nouvelle du 21e. En 2050, visualiser, je ne serai plus là, mais nos petits-enfants, dans quelle Martinique ils seront? Qu'est-ce que nous laissons pour eux comme héritage? Et notre contribution, puisqu'ils sont déjà là, à les accompagner sur la voie. Toi qui es un poète, qui est un auteur, un écrivain, si tu fermes les yeux, ok, tu ne seras pas là en 2060, disons, comment tu vois la Martinique? Ta Martinique espérée, c'est quoi? Une Martinique où l'harmonie, la joie de vivre serait revenue, où les difficultés matérielles seraient surmontables, puisqu'aujourd'hui elles semblent insurmontables, seraient surmontables, et où finalement l'aspect paradisiaque ne serait pas qu'apparent, un pays où on aurait effectivement la joie de vivre et où la population serait heureuse et épanouie, même si c'est dans le travail. Ton dernier ouvrage, Amour et désamour, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Je sortais de la revendication. De temps en temps, à côté des poèmes engagés, j'écris parfois des choses douces, des choses plus légères. Et j'ai eu envie de les rassembler dans une chronique où je parcours plusieurs situations amoureuses. Il y a un poète portoricain qui a dit qu'on écrit souvent sur l'amour quand ça commence et quand ça prend fin, jamais au milieu. Et j'ai essayé de parler du début, de la fin, mais aussi du milieu. Et je commence par un poème que j'ai dédié à ma mère. Et le dernier, Le vieux couple, c'est un couple qui, au bout de l'existence, ils sont encore ensemble. Le premier s'en va et l'autre attend la mort pour le rejoindre. Façon de dire que de la mère qui nous a donné la vie et l'amour jusqu'à la fin, on peut avoir une belle traversée des choses de l'amour. La suite pour toi, c'est quoi, Arthur Briand? La suite, c'est un ouvrage où je viens de contacter l'éditeur ce matin. Un ouvrage illustré, ce sera le premier pour enfants. Alors, je suis trailer, donc course nature, et j'ai imaginé une course de trail, mais où les protagonistes sont des crabes.
et encore une histoire tout à fait loufoque. Et donc, je pense que cet ouvrage va sortir avant la fin du premier trimestre. Et puis, j'ai d'autres projets qui sont dans les tiroirs où je ne sais pas dans quel ordre les sortir, mais bon, le rythme d'édition fait qu'il faut être patient, il ne faut pas en sortir 2 ou 3 dans l'année. En Martinique, ça ne marche pas. Le mot de la fin, ce serait quoi, Arthur? Ben, je ne sais même plus. Pouvoir continuer le plus longtemps possible à jouir déjà de toutes ces chances que le pays me donne et puis partager le plus longtemps encore avec les frères et sœurs de ce pays. Merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu de ton temps et de qui tu es avec nous. Merci, Merci Arthur Briand. Barbara.